Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Network, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le roi de l'audimat, et mes présentateurs télé sont... Laurent Vachos, je suis fou de rage. Philippe Sedbon et je ne vais plus me laisser faire. Et Et bienvenue bienvenue sur sur Ciné-Chat. Chat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, bien que you have meddled with the primal forces of nature, Mr. Sedbon and Mr. Vachot. Quoi qu'il en soit, laissons sans plus tarder la parole à l'idole des ménagères de moins de 50 ans, Laurent, qui nous raconte la genèse du film prophétique de Sidney Lumet dans un chapitre intitulé Video Kill the Radio Stars. Mais avant tout, un message publicitaire de notre sponsor. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time. I have decided to kill myself. Prepare yourself for a perfectly outrageous motion picture. Pour une fois, on peut dire que là, c'est un film en fait de scénariste, parce que c'est l'œuvre d'un scénariste qui doit peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui était quand même un scénariste star des années 60-70, qui s'appelle Paddy Chayefsky, et qui avait commencé quasiment dans la télé live. Il a fait beaucoup de... Ça s'appelait, je crois, American Playhouse. C'était des dramatiques télé, comme on appelait à l'époque, qui étaient même en direct. Et c'est un type qui était connu pour vraiment... n'avait pas envie qu'on touche une virgule de son texte. C'était un type qui, après, a voulu être producteur de ses films. C'est-à-dire que c'est lui qui avait un droit de contrôle sur les metteurs en scène. C'est-à-dire qu'il avait le director approval, c'est-à-dire qu'il pouvait dire à lui non. Et ça lui est arrivé déjà même sur Network, et après il a eu des tas de démêlés avec d'autres metteurs en scène sur des projets. Mais disons qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui trouvaient que c'était super d'avoir un scénario de Paddy Chayefsky, mais qu'après il fallait se le coltiner, quoi. Et c'était pas un gars qui lâchait facile. Par exemple, c'est l'idole d'un scénariste qui s'appelle Joe Esteras, qui est quand même connu, et qui trouve que tout le monde devrait être comme Paddy Chayefsky, c'est-à-dire qu'il faudrait écraser les réalisateurs, que en fait un film c'est l'œuvre d'un scénariste, et que le réalisateur est juste là pour mettre en image en fait le scénario. Bon, ça se discute. C'est En tous pas... les cas, c'est une époque révolue, effectivement, à Hollywood, parce que le Ah bah, c'est scénariste... une époque révolue, mais il avait quand même beaucoup de prestige, Paddy Chayefsky, et il y avait quand même beaucoup de réalisateurs qui voulaient quand même réaliser ces films, parce que souvent, il y avait des Oscars à la clé. Enfin, c'était quelqu'un qui était comme ça, quand même, qui avait beaucoup de prestige. Il a gagné 3 Oscars, c'est ce qui lui a donné ce prestige d'ailleurs, c'est qu'il a C'est gagné. ça, et je crois même qu'il a... Alors, ce qui est intéressant, c'est que à la base, il a beaucoup travaillé au départ pour la télévision, c'est-à-dire qu'il a commencé à la télévision, et il a vu progressivement la télévision changer, c'est-à-dire qu'au départ, il J'ai une trouvait... question pour Philippe avant que tu continues, excuse-moi. Est-ce qu'il a écrit le téléplay, le téléfilm avec Jack Palance qui joue un boxeur? Non, je crois que c'est Rod Serling qui l'avait écrit. D'accord, ok, merci beaucoup. Excuse-moi Laurent, vas-y. Donc, il était connu pour avoir écrit ce fameux film qui s'appelait Marty, c'est d'Elberman, avec Ernest Borgnine, je crois qu'il y avait eu un prix à Cannes. Et Magnifique. ça l'avait beaucoup, servi. Et il a après, il a vu la télé changer. Après, il a beaucoup travaillé pour la télé. Et la télé l'intéressait parce qu'il trouvait qu'il avait un contrôle sur le texte qui était plus grand. Et progressivement, il a vu la télé se métamorphoser. Et ça l'a vraiment rendu très, très. Il était très en colère. Et d'ailleurs, il disait que la colère qu'il éprouvait à l'époque, et même pas seulement à cause de la télé, et qu'il sentait même dans l'opinion publique, parce que c'était après le Watergate, il voulait que le film reflète ça. Et on dit qu'il s'est inspiré en fait de la mort d'une Anchor Woman, d'une présentatrice américaine qui s'était suicidée en direct en Géorgie, je crois. D'ailleurs, il y a une référence, je crois, dans le film, à un moment où William Holden, je crois, fait référence à That Woman in Georgia, je crois. Enfin, Absolument. Il y a aussi un sénateur qui s'était suicidé aussi. voilà, donc Extrêmement violent. alors après, Chayefsky a dit qu'en fait, il avait commencé à écrire le scénario bien avant ce drame, puisque c'était en 74, je crois que la fille s'est flinguée, et il avait commencé en fait à travailler bien avant. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a intégré un petit peu cet incident dans son scénario. Il en a pris compte en tout cas.
Et donc après, ils ont cherché un réalisateur, une fois qu'il a écrit ce scénario, qui était considéré comme un scénario parfait, quoi. C'est-à-dire, personne ne voulait... alors ça fait rêver aujourd'hui, hein, quand on voit l'interventionnisme des producteurs, des studios. Là, c'était en gros, fallait pas y toucher parce que tout le monde trouvait ça formidable. Et Sidney Lumet, en fait, il a été considéré, mais il y avait quand même pas mal d'autres réalisateurs, dont bizarrement Bob Fosse, qui était un des meilleurs amis De Paddy. de Paddy Chayefsky. D'ailleurs, si les gens qui ont vu la série Fosse Verdon voient d'ailleurs un personnage, enfin on voit Paddy Chayefsky. D'ailleurs, Bob Fosse a dansé aux funérailles de Paddy Chayefsky. Ah, oh. Ouais. C'était un pacte qu'ils avaient, c'était le premier qui mourrait, ferait un petit spectacle aux funérailles pour l'autre. Ce qui est assez drôle, c'est que quelque part, on voit que finalement, Chayefsky a eu une influence sur certains films de Bob Fosse, parce que là, la célèbre scène à la fin de Network, où on voit les mecs qui sont en train de dire qu'ils sont en train de perdre de l'argent avec la chaîne et que si l'autre se faisait buter en direct, enfin si on le tuait en direct, finalement, ça ferait une bonne remontée, tu vois, dans les pubs et tout ça. Alors, ça fait quand même vachement penser à la scène de All That Jazz quand tu vois les mecs en train avec leur calculatrice, quand il est en train de se faire opérer du cœur, et que les gars disent que s'il meurt, finalement, c'est mieux, quoi, tu vois. Hein. Et donc, même le finale aussi ressemble un petit peu à All That Jazz. Donc, il y a forcément une influence, parce que All That Jazz date de 79, donc c'est 3 ans après Network, mais il y a probablement eu une influence, ou peut-être même une sorte d'hommage. Hein, parce que mais Philippe, tu disais quelque chose de très intéressant, tu disais qu'il suffisait de remplacer le mot télé par Internet, et il avait tout prédit, en fait, avec ce film, Sidney Lumet. Totalement, même bon, la télé aussi, encore maintenant, mais Internet, c'est fulgurant, quoi. C'est-à-dire, ouais. Tu remplaces vraiment le mot et tu es aujourd'hui. C'est incroyable parce qu'effectivement, des clickbait, tu sais ce qu'on appelle les putaclics, tous ces trucs-là, tout est dedans, à la reality TV, à YouTube, à TikTok, Twitch, tout est prédit par Chayefsky bien avant l'heure. Sauf que là, vraiment, maintenant, à l'époque, il n'y avait que la télé, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, que tu as les portables, c'est à la puissance 10, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu encore plus... Absolument. Mais à l'époque, je me souviens qu'on disait que c'était un peu délirant, quoi, tu vois, parce que moi, j'ai vu la sortie de ce film. Mais je sais que Chayefsky et Lumet ne l'ont pas véritablement considéré comme une satire. Ils pensaient véritablement qu'il décrivait la réalité à l'époque. Et le film ressemble à une satire. C'est d'ailleurs un genre très casse-gueule. Par Folamour, celui-là et quelques autres, c'est très difficile. Oui, mais ils avaient conscience qu'ils étaient près de Folamour, hein, parce qu'il paraît que plus ils écrivaient, Chayefsky, plus il travaillait, il disait c'est de plus en plus Strangelovely. Il disait c'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont proposé le scénario à Stanley Kubrick. Hein, il faisait partie de la shortlist. Il y avait Mike Nichols, il y avait Arthur Penn, il y avait Kubrick, il y avait Lumet. Et je crois que Kubrick a dit simplement que il pouvait pas réaliser un film dont il n'était pas producteur. Et comme là, il n'y avait pas dit Chayefsky, c'était la même raison pour laquelle il avait décliné L'Exorciste, par exemple. Hein. Enfin, une des raisons, c'était qu'il voulait pas travailler pour un producteur. Il fallait qu'il soit lui-même le propre producteur. Et comme là, c'était pas dit Chayefsky, je crois que Paddy Chayefsky en plus disait que Kubrick, ça allait être compliqué. Mais il avait beaucoup d'estime pour Kubrick. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Sidney Lumet finalement qui a pris le job. Et Sidney Lumet qui avait quand même fait Dr. Folamour en sérieux. Ouais, tu vois, Safe, tu vois. Donc Alors après, c'est vrai que le film, il est pas du tout dans la farce. Hein, même quand tu vois Peter Finch, il y a un côté quand même un peu too much, tu vois, un peu grotesque. Mais c'est pas du tout Folamour. C'est pas du tout un truc où non, c'est vrai. Mais tu parlais de Sidney Lumet. On va en parler plus avant. Car nous allons laisser sans plus tarder la parole à un homme qui fait son grand retour dans l'émission, un homme qui a été l'amant de Jacqueline Joubert, la première speakerine française, et qui va nous raconter Sidney Lumet et son casting dans un chapitre intitulé « Quand tu regardes la télé, il arrive parfois que la télé te regarde en retour ». Alors parlons de Sidney Lumet. Sidney Lumet, il vient de la télé live, là, dont parlait Laurent, c'est-à-dire télé en direct. Il a fait un paquet de dramatiques en direct à l'époque de John Frankenheimer, de Arthur Penn et tous ces gens-là. Ouais. Et c'était un des meilleurs, paraît-il, des plus efficaces. C'est un petit New-Yorkais très nerveux, sur 10 coups en même temps. Il est très politisé. Et en fait, c'est Henry Fonda qui l'a poussé à passer au cinéma en lui disant « Il n'y a que toi qui peux nous faire 12 hommes en colère », c'est-à-dire un huis clos, dans une pièce pendant 1h40. Quoi. Et Lumet s'est lancé, et coup de bol, c'est un chef-d'œuvre.
Effectivement, quoi. C'est pas de la télé. En même temps, ça bouge pas de la même pièce. Tous les acteurs sont fantastiques. Il y a une direction d'acteurs remarquable. Et ça Ouais. l'a lancé pour la vie, quasiment. Et il a fait beaucoup, beaucoup de classiques. Il s'est épanoui dans les années 70. Il a fait Serpico, il a fait Network, il en a fait beaucoup de très, On très avait bons. parlé de son travail avec Sean Connery aussi, tu te rappelles? Il a fait 5 films, je crois, avec Sean Connery. Il a Extraordinaire. offert ses meilleurs rôles. Il a offert La colline des hommes perdus, qui est le Magnifique. premier grand rôle post-Bond de Connery. Mhm. Et il a fait surtout The Offense, qui est un polar d'une noirceur effrayante, et où Connery a jamais été meilleur, quoi, quasiment. Le name Donc is c'est Bond. un... James Bond. Ouais, c'est marrant d'ailleurs l'union de ce petit New-Yorkais et de ce grand Écossais qui sont vraiment très très bien entendus, quoi. Bon, cette carrière, elle est très intéressante, hyper éclectique. Et j'ai vu, moi, une fois La Mouette avec Simone Signoret. Wow. J'ai vu un nanar épouvantable qui s'appelait The Last of the Mobile Hotshots, d'après Tennessee Williams, avec James Coburn, qui était affreux. Et il a fait pas mal de très mauvais films sur la fin. C'est une carrière un peu en dents de scie. Enfin, il y a des très hauts sommets. Ouais. Et il y a des average et il y a des vraiment pas terribles, tu vois. Donc je pense que c'est un gars qui voulait tout le temps travailler, c'est-à-dire qu'il voulait pas rester en fait sans rien faire pendant trop long. Tu vois, c'est pas le type qui allait faire comme Kubrick, à attendre 7, 8, 10 ans pour faire un film. Donc en fait, il devait par moment prendre ce qui se présentait plutôt que pas travailler, tu vois. C'est ça. En même Donc temps, il était dépendant de la qualité des euh, scénarios. quand il a fait le remake de Gloria de Cassavetes, c'était un pur désastre. C'est C'était vrai. vraiment, Mais grâce à lui, quand même, on a pu voir la tête qu'aurait Vin Diesel avec des cheveux dans Find Me c'est vrai, Guilty. Et ça, c'est c'est quand même vrai. un grand moment de comédie, même s'il paraît que le film est pas mal. Tu l'as vu, Laurent, toi? Find Me Oui, oui, Guilty? je l'ai vu, c'est pas mal, oui. Enfin, bon, Vin Diesel, moi, c'est pas un comédien qui me passionne, mais il y en a un qui est beaucoup moins réussi, mais qui est quand même, qui se laisse regarder. Mais quand tu dis c'est Sidney Lumet qui l'a fait, c'est vrai que tu fais un peu la gueule. C'est un truc avec Don Johnson. C'est une sorte de remake de Jagged Edge, tu sais, de Richard Marquand. Mm. Ok. Un truc qui s'appelle L'avocat du diable, je crois, avec Rebecca de Mornay. Et le film qu'il a fait avec Brando en 1960 de Fugitive Kind, je l'ai pas vu, c'est bien, Philippe? C'est bien, oui. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti en Blu-ray et c'était. Oui, c'est du noir et blanc, c'est du Tennessee Williams pur, mais Brando est beaucoup trop vieux pour le rôle et il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Et c'est vrai que Mais moi, personnellement, tu vois, Philippe, moi, je suis pas hyper fou, moi, de Offense et de The Hill et tout ça. Enfin, ah c'est ouais. des bons films, mais moi, pour moi, Lumet, c'est vraiment plus Serpico, Dog Day Afternoon, Oui, des moi Running on aussi. Empty, qui pour moi, ils sont J'aime meilleurs, bien dans sa période tardive, j'aimais bien Q&A avec Nick Nolte qui aussi. est très Oui, bon. Enfin, très en tout cas, bon. il y a une Ouais. moitié de Q&A qui est vraiment très, très bonne. Et il faut Ouais. dire aussi qu'il a fini sur un très bon film Ah Ouais. qui oui, était en français 7h58 ce samedi-là, je crois. Before the Devil Knows You're Dead. Voilà, exactement. Et qui était un très très Ouais, bon qui est film très, très bon. shakespearien. Il a dit, avant sa mort, il a dit, s'il vous plaît, répandez mes cendres au-dessus de Katz Delicatessen, qui était une épicerie à New York. Non, mais Il aimait bien les- il a travaillé tard et il est resté à un haut niveau, ce qui n'est pas le cas de Mm. beaucoup de réalisateurs qui finissent leur carrière. Je sais pas, il devait avoir 80 ans, non? Quand à quel âge il est mort? Oh, Il oui. est assez Ouais, c'est âgé, je ça. pense. C'est Et ça. donc, quand tu vois bon, beaucoup de metteurs en scène prestigieux de cet âge-là, c'est pas toujours là qu'ils vont faire le meilleur. Et c'est vrai que Before the Devil Knows You're Dead, ça n'a rien à envier à certains de ces très bons films. Bon, c'est peut-être pas Serpico et tout ça, mais c'est du haut niveau quand même. Casting exceptionnel de Philippe Seymour Hoffman, qui nous a quittés aussi Bah malheureusement, oui. et Ethan Hawke. Mais Philippe, tu peux nous parler un petit peu, parce que Howard Beale, l'extraordinaire Mm. personnage qui est joué par Peter Finch, vous imaginez bien que c'était pas Peter Finch le premier rôle, et le premier choix, pardon, et Paddy Chayefsky avait pensé à d'autres acteurs. Comme. Vas-y. Newman. Ils ont demandé à Newman. Ouais. C'était un des premiers acteurs qui ont été contactés pour le rôle. Je crois qu'il était d'ailleurs plutôt intéressé. Je sais plus trop pourquoi ça s'est pas fait, puisque Newman a retrouvé Sidney Lumet, mais des années après, hein, dans The Verdict, Verdict. Mm. où il remplaçait Redford d'ailleurs. Hein. C'était pas un film qui lui avait été proposé en premier aussi. C'est drôle. Mais il y avait toute une palanquée d'acteurs, parce que Peter Finch, c'était quand même un acteur anglais. Mais avant de parler de lui, il y avait quand même Henry Fonda, Cary Grant, James Stewart, donc effectivement toute cette arrière-garde d'acteurs. Et c'est un film avec des vieux messieurs. Ça m'a fait penser à Bienvenue Mister Chance dans ce sens-là. Il y a aussi une critique virulente de la télévision dans Bienvenue Mister Chance. Finch, il est moins vieux que James Stewart, non? Enfin, Il a une soixantaine d'années, je crois, dans le film. Ah, tu veux dire dans la vie? Ah oui, je parle à l'écran quand même. On passe. C'est oui, rare mais d'avoir. je pense qu'à l'époque, Stewart, il était quand même beaucoup plus vieux que Peter Finch, C'est non? possible, Ah effectivement. Mais oui. Henry Fonda aussi.
Ah bah oui. Non, non, mais ça aurait été un Howard Beale beaucoup plus vieux, quoi, tu vois. Mais Fonda a trouvé que le rôle était trop hystérique et ils ont même pensé à Walter Cronkite. Tu vois qui c'est, Philippe? Ouais, très bien. Ah ouais. C'est ce présentateur très célèbre américain, mais ils ont bien fait de prendre un véritable acteur. Je sais que George C. Scott apparemment aurait refusé. Ah bah, Et ils sont allés voir George C. Scott, mais George C. Scott, si tu veux, lui, qui avait fait donc un film écrit par Paddy Chayefsky qui s'appelait The Hospital, fait par Arthur Hiller, tu vois, euh, exactement. 2 ans avant, je crois. Mais alors le problème, c'est qu'il paraît que George C. Scott, il voulait le faire, hein. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il voulait à tout prix caser sa femme, Trish Van Devere, tu vois. Ouais, Il mettait sa femme à chaque fois, le jour du dauphin, tu vois, enfin, The Changeling, enfin, à chaque fois que tu avais George C. Scott, le problème, c'est qu'il voulait caser Trish Van Devere, tu vois. je Et savais les pas mecs ça. ont dit, c'est pas possible, on peut avoir une actrice beaucoup plus prestigieuse que... Alors, ils ont dit non. Alors, l'autre, il a dit, bah, je le fais pas, quoi. Ah. Mm. Et pour le rôle que jouerait William Holden, je sais que Sidney Lumet ne voulait pas de Robert Mitchum, qui avait été suggéré par Faye Dunaway, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez sophistiqué. Et ils ont pensé à Glenn Ford et apparemment à Walter Matthau et Gene Hackman aussi. Mm. Et Holden, Jackman, ça aurait pu le faire, ouais. Enfin, il était peut-être jeune encore à l'époque, non? Un peu ouais, et jeune, ouais. Holden remporte le rôle parce qu'il sort d'un succès, qui est La Tour Infernale, dans lequel il y avait également Faye Dunaway, avec qui il ne s'est pas entendu du tout, mais apparemment ils sont rabibochés sur le plateau de Network. Et c'est une étrange comédie romantique entre un vieux monsieur et cette dame. Et on va en Mm. parler plus avant dans quelques instants. Mais surtout que c'était quand même, Faye Dunaway, elle avait quand même une réputation d'être une des filles les plus folles de Hollywood, tu vois. Donc, je sais pas si ça devait pas être elle qui avait été envisagée en premier, je pense. Ouais, mais avant de parler de Faye, on va parler encore un petit peu de William. Philippe, tu peux nous raconter un peu William Holden, William première partie. Holden, ouais, moi c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'il est vachement oublié quoi aujourd'hui. Et Ouais. pourtant, il a fait Sunset Boulevard, il a fait La Horde Sauvage, il a fait Breezy, il a fait beaucoup Il a de deux grands parties de films. carrière, comme tu viens de le dire. Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, il a commencé comme une espèce de Golden Boy avec toute cette beau première gosse, partie ouais, de carrière où il est très beau. Et très beau, ensuite, il a très une autre partie lisse. de carrière où il est plus vieux et il est très intéressant. Enfin, Mais il s'est vite buriné. Alors, je pense qu'il buvait beaucoup, C'est paraît-il. alcoolo, Donc il est voilà. très alcoolo. mais il m'a fait Donc penser à Richard c'est Burton. Il fait 10 ans de plus que son âge dans le film. c'est ça. Et dans le pont de la rivière Kwai, où il est pas vieux, il Ouais, fait vieux. Il a pratiquement la même tête que dans La Horde Sauvage, tu vois. c'est vrai. Il est déjà Mais bien tu as vu ravagé. comment il est mort? Oui, Il est tout tombé seul chez dans lui, une non? genre, ouais. Ouais. Il tombait chez lui, je crois, C'est non? ça, il est tombé sur une table. Malheureusement, il était ivre-mort. Et il était Mm. formidable aussi dans Sob, tu sais, ce film de Black Ah, Edwards qui se formidable. Ouais. moquait d'Hollywood. Qui est son dernier film d'ailleurs. Ah d'accord, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Et tu disais La Horde Sauvage, effectivement, il n'était pas non plus le premier choix, mais il était magnifique. Et Et c'est un acteur qui n'a pas arrêté de ressusciter, tu vois, c'est-à-dire qu'il était complètement toujours. has-been à des moments, et à d'autres moments, il revenait sur le devant de la scène, après, il était à nouveau oublié. Il paraît que c'était un grand athlète dans sa jeunesse, donc un athlète à l'université et tout. Et à chaque fois qu'il était dans un endroit, il escaladait des ponts, il grimpait des immeubles Mm. et tout. C'était une espèce d'acrobate dans la vie J'avais extraordinaire. vu une fois une interview de Ryan O'Neill qui parlait de William Holden parce qu'il l'avait quand même bien connu. C'était sur le film de Blake Edwards. Ils avaient fait un film ensemble, un Un western qui western, s'appelait ouais. J'aimerais Wild bien le voir. Rovers, si tu veux. Ouais, j'aimerais bien le Et voir. il racontait quand même que, il paraît que Ryan O'Neill lui disait à William Holden, bah, il était fasciné, tu sais, parce que O'Neill devait être très jeune, il venait de faire Love Story, je crois. Et il avait appris pendant le tournage qu'il était nommé à l'Oscar pour Love Story. Et il voulait pas y aller. Enfin, il avait fait son. Et il paraît que Holden lui avait dit, il faut que tu y ailles. C'est tes pères qui t'honorent. Et l'autre, il avait eu peur. Tu vois, il était allé quand même parce qu'il paraît que ça ne déconnait pas. Et il paraît que O'Neill avait demandé à William Holden, mais alors parce qu'il avait une réputation quand même d'avoir couché avec pas mal de ses partenaires, tu vois. Et Ouais. donc, O'Neill voulait que l'autre lui raconte des histoires, tu vois, sur ses partenaires. Et en fait, il y a qu'un truc, il lui parlait que d'un truc, c'était des chevaux qu'il avait eu sur ses westerns. Enfin, il racontait comment, à chaque fois qu'il avait eu un cheval sur un western, il l'avait souvent récupéré après. Donc, O'Neill était super déçu, tu vois. Il s'attendait à savoir comment on baisait, machine, tout ça. Et l'autre, il parlait que de ses canassons, tu vois. C'est Et il drôle. paraît qu'un jour, il paraît que Ryan O'Neill lui avait dit qu'est-ce que tu as fait de ton Oscar? Parce qu'il avait gagné un Oscar une fois, William Holden. Hein, et l'autre, il lui avait dit il est dans la baie de Naples. Mm. Et lui dit comment ça, dans la baie de Naples? Ben, il avait dit je l'ai pris et je l'ai jeté. Il habitait en Italie à l'époque, il avait jeté son Oscar dans la mer. Et il paraît qu'ils avaient engagé des hommes grenouilles après, tu vois, pour aller le chercher, ils ne l'ont jamais retrouvé, quoi. Donc en fait, l'Oscar de William Holden est dans la baie de Naples. C'est drôle. Ça, c'est la grappa, ça. C'est terrible. Ouais.
Mais bon, c'était quand même un putain d'acteur. Et je trouve qu'il y a un plan dans le film où il dit rien. Et il est extraordinaire. C'est quand Faye Dunaway rentre chez elle le soir et qu'elle Ouais, le voit endormi sur un fauteuil. Tu ouais, sais, il est ouais. avachi, il a la bouche ouverte comme un mort. Et C'est on dirait terrible. vraiment un cadavre. Et tout d'un coup, on le voit comme elle le voit. Et Ouais, puis c'est elle, Un elle se dit, vieillard. putain, en fait, je baise avec un vieux, quoi, tu vois, c'est C'est un peu ça, un Il ça. vieillard joue, qui sert plus à rien. il joue extraordinairement sans parler, effectivement. Tu as C'est ça, raison. la bouche ouverte, la tête en arrière. On dirait vraiment un cadavre. Et c'est un moment, je trouve, Elle lui dit terrible. d'ailleurs. C'est terrible Ouais. cette scène, effectivement. Parlons à propos de cadavres et de grands acteurs. Parlons de Peter Finch. Ladies and gentlemen, the Network News Hour with Howard Beale. Le premier Oscar posthume, grand acteur australien. Et l'autre Oscar posthume, c'est Heath Ledger, aussi un très grand acteur australien. Donc c'est Ouais, c'est étonnant. vrai. Et c'est Et triste parce il aurait pu faire plein de rôles. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, si on avait eu Paul Newman, on aurait vu Paul Newman. Alors que là, tout d'un coup, comme on le connaît pas bien, on a ce que j'appellerais l'effet lecteur. Que quand on avait dans Le Silence des agneaux Anthony Hopkins plutôt qu'un Jack Nicholson, tout d'un coup, on peut ouais, ouais. imaginer que c'est un véritable présentateur. Et il est C'est formidable, Finch. Il mérite son c'est un Oscar. acteur qu'on avait vu dans Loin de la foule déchaînée, dans ce film D'accord. Sunday, Bloody Sunday avec Glenda Ouais, où il joue Jackson. un Enfin, homosexuel avec ouais, Murray, Grand comment acteur de théâtre, et je crois que Laurence Olivier et Viviane Lee, dont il avait été l'amant, l'ont pris sous leur aile. Et ouais. effectivement, il est devenu une star, mais il a été rappelé pour ce film. Et Lumet ne voulait pas l'engager parce qu'il pensait qu'il avait un fort accent australien, et l'autre s'est mis à lire les news avec un accent américain parfait. Et Mm. Lumet a dit, bah, c'est lui, il n'y a aucun problème. Et vous avez vu qui est monté sur scène pour prendre sa son Oscar femme. posthume? Ouais, c'est en fait, les Oscars ont dit qu'ils ne voulaient pas que sa femme aille le chercher. Ils voulaient que ce soit Paddy Chayefsky ou Sidney Lumet ou un des acteurs du film. Et sa femme, qui était une africaine-américaine, ça, il voulait pas ça aussi, les Oscars à l'époque, qui étaient assez racistes. Finalement, Paddy Chayefsky est monté sur scène et a dit à la femme, allez, viens, s'il y a une seule personne qui devrait prendre cet Oscar, c'est elle. Et elle est venue, elle a fait un speech très émouvant et elle a accepté l'Oscar pour son mari. C'est Stallone qui était déçu parce qu'il pensait qu'il allait l'avoir pour Rocky, tu vois, cette année-là, quoi. Ouais, d'ailleurs, le film gagnerait, le film Rocky, alors que Network gagnerait 4 autres Oscars principaux, Mm. qui Bah, gagneraient c'était cette une année-là. époque, si tu veux, où il y avait quand même 35 chefs-d'œuvre par an. Après, c'est vrai que c'est très curieux de voir que Taxi Driver avait pas gagné. Je pense que à l'époque, ils voulaient des films positifs à nouveau, tu vois. Mais Donc, quelle année de cinéma, on va en parler un petit peu dans quelques instants. Mais pour l'instant, Faye Dunaway, tu disais que c'est une actrice effectivement difficile. Son personnage est basé sur une véritable exécutive de la télévision qui s'appelle Lynn Chen, je crois. Et elle, tu sais, elle sortait à l'époque avec Peter Wolf, le chanteur de J. Giles Band. Et il lui avait dit, il faut pas faire ce film, ça va te labelliser, ça va te donner une étiquette de reine de glace, Ice Queen, tu vois, de personnage très très négatif comme ça. Et elle a finalement accepté de le faire. Et elle a gagné l'Oscar, et elle a bien fait, je crois, mais c'est vrai que ça lui a donné une couleur. Mais il paraît qu'elle était insupportable, Laurent, non? oh bah, comme toujours, oui. Enfin, surtout sur Chinatown, elle avait une réputation d'être complètement cinglée. Et c'est un peu pour ça après qu'elle a tourné de moins en moins, parce que c'était à chaque fois très compliqué de se la coltiner, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a eu des années 70 glorieuses avec Bonnie, de Bonnie and Clyde, Bonnie Parker, l'affaire Thomas Crown, Little Big Man. Elle est dans Les Trois Mousquetaires aussi, et bien sûr Chinatown. Et La Tour Infernale, donc, comme on disait, qui a été un énorme succès, qui les a tous remis un petit peu en selle. Elle est même dans Supergirl et plus tard dans Barfly, une de ses Mm. dernières. Mais si tu regardes bien sa carrière, c'est-à-dire à partir des années, la fin des années 70, il n'y a plus grand-chose. Moi, je me demande même si Network, c'est pas son dernier grand film, tu vois, parce que après, il y a quoi? Les yeux de Laura Mars, c'est quand même pas terrible, tu vois. Gros succès en salle quand même, mais effectivement, mais Le Champion, elle des a un films. étrange visage parce qu'elle a presque aussi peu de sourcils que dans Chinatown, et ça fait ce visage Mm. étrange, presque de masque mortuaire aussi, qui est Elle assez avait agaçant. fait ce film aussi, là, qui était vraiment pas terrible, là, sur John Crawford, là, comment c'était, là. Mm. Mais elle était très bien, par contre. Elle Elle était a très été bien, bien, mais Mommy Dearest. Il y avait d'autres actrices qui étaient pressenties comme Candice Bergen, Ellen Burstyn, Natalie Wood et Jane Fonda. bah, Jane Fonda et Faye Dunaway, c'était quasiment les deux nanas qui se retrouvaient pratiquement tout le temps en compétition sur tous les rôles, quoi, tu vois. Ouais. Et Philippe, tu as vu ce que Sidney Lumet a dit à Faye Dunaway? Il a dit, si tu essayes d'injecter une seule once d'humanité au personnage ou de vulnérabilité, je couperai tout ça au montage. Bah, écoute, elle a réussi, hein. Ah ouais, c'est le méchant du film, elle est terrible quand même, elle n'a pas de Ouais. rédemption, elle, tu as vu? Moi, j'ai lu ses mémoires, moi, à Faye Dunaway, qui sont pas mal du tout, hein, quand même, où elle parle sans phare, hein, de sa relation avec pas mal d'acteurs.
Il y a pas mal de portraits qui sont plutôt intéressants, hein, que ce soit de Nicholson, Warren Beatty, Roman Polanski Robert Town. As-tu lu les mémoires de Sidney Lumet qui, paraît-il, sont fantastiques aussi? Non. Moi, j'ai lu son bouquin là, qui s'appelait Making Pictures, mais je ne crois pas avoir lu ses mémoires. Il paraît qu'il est très terre à terre. Il explique comment faire du cinéma. Il dit qu'il faut prendre un bon petit déjeuner le matin. Il a des conseils comme ça très. Et c'est très sympathique. Mais tu sais ce qu'a fait Dunaway dans le film. Ce que fait Dunaway. Moi, je me souviens quand je l'avais vu jeune, quoi, je m'étais dit, elle en fait des tonnes. C'est un personnage caricatural au possible et tout. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs des comme ça dans le monde de la télé, même en France. Bien sûr. Des productrices, des responsables de fiction, de programmes et tout. J'en ai rencontré. C'est presque en dessous de la réalité, en fait, d'une certaine manière. Un peu. C'est René Rousseau qui jouerait ce personnage dans Nightcrawler, un film aussi sur les médias. On va voir que c'est un genre à part entière, le film sur les médias. Non, mais je dis ça off the record, mais enfin, on aurait très bien pu voir en France des Pascal Brognaud, que moi j'ai bien connu, tu vois, ou des productrices comme ça, je dis pas qu'elles auraient aimé qu'un mec se suicide en direct, mais quand on était à la grande mode des reality shows, si tu veux, c'était quand même, on n'était pas loin de ça, quoi. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais tu as vu, il a un casting extraordinaire, comme tous les grands films et comme tous les grands metteurs en scène. Lumet caste merveilleusement bien. En particulier, pour moi, une des cartes maîtresses du film, c'est Robert Duvall. Prodigieux. Il est prodigieux. Je l'ai redécouvert, mais Lumet dit de lui qu'il était très drôle dans la vie. Et effectivement, il a un timing de comédie dans le film. J'avais oublié qu'il était aussi drôle. C'est souvent ce qu'il y a de mieux dans un film, Robert Duvall, en fait. Dans le film, c'est une parfaite ordure. Et on peut même pas dire qu'il soit ni méchant, ni vicieux, ni sadique. C'est une machine. C'est ça. À faire de l'audimat, à virer les gens, il méprise tout le monde. Mais c'est même, tu sais, comme ils disent en anglais, it's nothing personal. C'est rien de personnel, c'est juste business. C'est mardi pour lui, tu vois, c'est un jour comme les autres. C'est ça. Ouais. Et il y a un moment où il est incroyable, où il a cette espèce de tête de Robert Duval, de requin, avec cette chemise à jabot, tu as vu, qui est insensée, quoi. C'est extraordinaire. Non, mais tu vois l'influence du parrain aussi sur le film. Hein, quoi. Tu vois les éclairages dans les bureaux. Oui. Mais même ces exécutifs, c'est vrai ce que tu dis, parce que ces exécutifs qui mangent leur salade font penser à la mafia qui décide du sort des gens qui vont surtout que Sidney Lumet adore le parrain. Hein. Pour lui, c'est un de ses films préférés. Quoi. Ouais, mais il y a ce parfum des années 70 avec ses couleurs ocre et marron magnifiques, une lumière sublime. Et c'est vrai, il y a un truc qui est étonnant, c'est en parlant de casting, il y a une photo de moi derrière de Ned Beatty qui a eu une journée de tournage simplement et qui a été nommé à l'Oscar. Il disait dans une interview de refuser aucun rôle. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et il est absolument exceptionnel. C'est pas mieux que Béatrice Straight qui doit être 10 minutes dans le film, non? Ou 5 minutes, je sais pas. 5 minutes, c'est l'Oscar aussi. Elle joue effectivement la femme de William Holden et elle a gagné l'Oscar pour 5 minutes à l'écran. Mais ça, c'est un peu excessif, je trouve, moi. Elle est quand même magnifique dans le film. Ouais, c'est le seul être humain à peu près normal du film. C'est vrai. Et là, une scène. Quoique William Holden a une espèce d'âme quand même, parce qu'il est le seul à vouloir sauver son ami Finch. Oui, mais il est dévoyé quand même, il est très dévoyé. À l'époque, tu avais quand même nommé, je me souviens, cette année-là, il y avait surtout Piper Laurie pour Carrie. Moi, je trouve qu'il méritait quand même beaucoup plus. Il y avait Jodie Foster pour Taxi Driver. Je suis d'accord, Piper Laurie, je pense que c'est elle qui aurait dû gagner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mais je pense que les gens étaient tellement soulagés de voir un personnage humain dans le film qu'ils ont dû la trouver génialissime, tu vois. C'est possible, effectivement. C'était tout d'un coup une bouffée de fraîcheur avec ce visage tragique. Tu as vu que ça a une coiffure de clown en plus terrible, ses cheveux roux. Non, mais c'était quand même une année, il y avait Les Hommes du Président, il y avait Network, il y avait... oui, bien sûr. Moi, je trouve que Rocky, c'est un bon film, ça méritait peut-être pas l'Oscar, mais c'est quand même un très bon film. Des années incroyables. C'est vrai, mais tu as vu comment fonctionne Sidney Lumet? Il fait 2 semaines de répétition avec tout le monde. Toujours. Ouais, ça c'est formidable. Et d'ailleurs, il y avait des éléments de satire, je trouve, déjà dans Un après-midi de chien et dans Le Gang Anderson. Toujours comme ça, un regard satirique. Mais là, Paddy Chayefsky est en permanence sur le plateau parce que Lumet dit que Chayefsky est plus drôle que lui. Donc ça l'intéresse d'avoir son œil. Mais en même temps, il dit, par rapport à Chayefsky, je m'y connais mieux en divorce parce que j'ai divorcé 4 fois. Ouais. Chayefsky qui mourrait à 58 ans, tu as vu, très jeune, et qui a été blessé par une mine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était quand même un tough guy aussi, quand même. Non, mais surtout, il a fait ce film-là, Altered States, tu sais, au-delà du réel, où ils étaient quasiment, ils en étaient venus aux mains avec Arthur Penn. Parce que moi, j'avais interviewé Arthur Penn une fois.
qui disait que Paddy Chayefsky était un mec qui avait du talent, mais que c'était quasiment impossible de faire un film avec lui, que c'était lui qui voulait contrôler le moindre Et tu as aspect. vu, j'ai été frappé parce que Network commence par Network by Paddy Chayefsky. Ah oui, oui. Le premier nom avant Lumet, avant tout le monde, c'est vraiment Bah, reconnu. l'exorciste sur l'affiche, c'est William Peter Blatty's L'exorciste et directed by William Friedkin. C'est des mecs D'accord. qui sont à la fois producteurs et auteurs, donc ils s'y mettent, c'est à moi. Tu vois, quoi. Mais Philippe, tu as vu, la fiction rejoindrait la réalité puisque Finch meurt exténué dans le lobby du Beverly Hills Hotels, quasiment sous les yeux de Sidney Lumet. Il a son Ah attaque oui. cardiaque, malheureusement. Ouais, ouais, après avoir fait 300 interviews, des semaines de promo, parce au départ, il voulait vraiment faire le film. Il s'est battu pour le faire. Il a dit, je suis prêt à payer mon propre billet d'avion pour aller auditionner. Et finalement, il s'est épuisé, il s'est exténué lui-même. Et il devait être Alors pas vous, mal alcoolo, non, aussi. Il était très alcoolique aussi Ah oui. effectivement. Entre lui et William Holden, ça devait être. Un concours, effectivement, mais Et Dunaway. c'est vrai, mais t'as vu, il a un visage par moments angélique et d'autres moments, il a une tête de bulldog. Peter Finch, il fait peur, il est étonnant, quoi. Mhm. Il a Ah ses oui, beaux mais cheveux de présentateur américain, d'ailleurs. toute la scène où il est trempé à cause de l'averse avec son impair mouillé et qui fait l'émission comme ça, c'est dément. Extraordinaire. Tu as vu comment cette scène, au départ, il a plu, en fait, à l'extérieur, ou je sais pas quoi, et ils ont, en fait, réécrit le script de façon à introduire la pluie. C'est la même pluie qui balaye tout, comme dans Taxi Driver, qui balaye la fange, tu vois, cette pluie purificatrice. Et ça lui donne ce look quasi iconographique avec ce pyjama et, Mhm. et cet imperméable au-dessus. Ça fait penser à des looks qu'avait Jack Lemmon aussi. Je sais plus si c'était dans Save the Tiger ou Le prisonnier de Ouais. la troisième rue. Mais tu portes un pyjama, toi, Philippe, non? Non, pas vraiment. Moi, j'ai un bonnet et j'ai une petite chandelle que je mouche avant de me coucher. Avec une chemise de nuit. Voilà, comme les Marx Brothers. Pas mal. Mais quand tu vois le début du film, là, aujourd'hui, si tu veux, ce serait plus possible. Tu vois quand même deux mecs qui ont quasiment 60 ans, tu vois. Ouais, Euh, incroyable. donc les mecs te diraient, non mais attends, là, c'est un film de vieux, machin. Bah, il y avait pas encore le jeunisme, tu vois, d'aujourd'hui. C'est impossible à faire ce qu'il leur fait faire au début, d'être bourré et de raconter une histoire drôle. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour Parce un que même acteur. s'ils ont quoi, ils ont une cinquantaine d'années, enfin, ils ont l'air d'en avoir 15 de plus, tu vois. Absolument, absolument. Et Sidney Lumet dit un truc intéressant, c'est qu'il veut corrompre la caméra petit à petit. Il change sa mise en scène en cours de film. Et au départ, on est très naturaliste, très années 70, et à la fin, on est sur quelque chose de beaucoup plus théâtral et un peu plus outré, Mm. à l'image du film qui est tout d'un coup corrompu, lui aussi, par la télévision. Le film est un succès critique et public. Il coûte 4 millions de dollars, ce qui est assez peu, et en rapporte 24. Il a été parodié à mort, cette fameuse phrase I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Et même, tu as vu, il a été joué sur scène récemment avec Bryan Cranston de Breaking Bad, qui joue le rôle Ah de oui. Howard Beale. Ouais. Et il paraît qu'il y avait beaucoup de Aujourd'hui, tu succès. aurais 15 exécutifs qui te diraient, mais non, là, c'est cette scène-là. Enfin, toutes les meilleures scènes, il y a des mecs qui te diraient, non, là, c'est pas possible, c'est too much, tu Bien sûr, vois. mais surtout un film avec que des vieux blancs comme ça Ah n'existerait bah, plus, ce serait hein. pas possible, non, non. Non. Pas de gay, ça va pas, quoi. C'est Mais on vraiment. parlait c'est ça, on parlait des films sur les médias, ce sont tous des enfants de Citizen Kane, même s'il y a toujours eu des films, effectivement, sur la presse et sur les Mhm. médias. Mais c'est un genre très riche dans l'histoire du cinéma. Ace in the Hole, comment ça s'appelle en français, Ace in the Hole? Le gouffre aux chimères. Voilà. La première fois, je me souviens que j'ai entendu parler de ce film Network, hein, j'avais quoi, 12 ans, hein. Je me souviens très bien que c'était parce que ma mère regardait l'émission de Michel Drucker, Les Rendez-vous du dimanche, tu vois, un truc qui passait les dimanches après-midi. Et tu avais Drucker qui avait fait mais un truc dithyrambique là-dessus. Et il avait dit que c'était le meilleur film qu'il avait jamais vu sur la télé, tout ça. Et l'année d'après, je crois, il a écrit un bouquin qui s'appelle La chaîne, tu vois, où, en gros, il racontait quasiment la même histoire, une sorte de présentateur qui devenait de plus en plus star et de plus en plus Ah, c'est dingue. vrai, je me rappelle de ça, t'as raison, ouais. Mais il y avait aussi des films comme A Face in the Crowd. Le titre français, Ouais. c'est quoi? C'était quoi le titre français? Un Euh, visage dans la foule, un peut-être? homme dans la foule, je Un crois. homme dans la foule, ouais. Et puis Sweet Smell of Success. Chef-d'œuvre. Ouais, ça, c'est pas la télé, mais c'est Walter Winchell, ça, c'est Ouais, la mais c'est ce même venin, c'est ce même Mm. regard sur un Ouais. médium, en fait. Et sur le journalisme, parce que quand on voit cette espèce de salle de télé dans laquelle il entre, qui est magnifiquement filmée par Sidney Lumet, on pense aux Hommes du Président, on pense à Zodiac, on pense à ces films extraordinaires. Ouais, Fin c'est des années vrai, tu vois 70. que, par exemple, le bûcher des vanités de Palma, tu te dis que Lumet l'aurait sûrement mieux réussi, tu vois, parce que De Palma, lui, a carrément voulu faire un truc trop fol amour, tu vois, Ah ben trop. voilà un exemple de satire ratée, effectivement, exactement, ouais. Et je pense que Lumet aurait réussi peut-être à être plus, enfin, plus mesuré,
Donc c'était un film new-yorkais aussi, tu vois, enfin, avec quand même des personnages extrêmement déplaisants, le bûcher des vanités, tu vois. Absolument. Un exemple de satire réussi, j'ai pensé en voyant le film, parce que il y a les mêmes vieux monsieur qui sont des consortiums, des conglomérats comme ça, c'est Robocop. Tu te rappelles de Ronnie Cox Ouais. et tous ces gens-là qui, c'est les mêmes en fait, si tu veux, ce sont ces espèces de Et il y CEO. a, et il y a une scène, et il y a une scène dans Casino de Scorsese qui Ouais, rappelle un peu aussi Network, c'est quand tu as toute cette tablée de mafiosi, tu sais, ouais. qui disent qu'il y a un Ouais. mec qui devient un maillon faible dans leur truc, et alors ils disent qu'est-ce qu'on fait de lui. Et tu as tous les mecs qui disent, oh, bah, il parlera jamais, je crois qu'on peut le garder, c'est un type bien, on peut pas, machin. Et chacun dit ça, et à la fin, ils arrivent au dernier, le plus puissant, et le plus puissant dit, c'est vrai ce que vous dites, mais pourquoi prendre le risque? Et ils le font descendre. Ouais, c'est ça, c'est la même Ça m'a chose. fait vraiment penser, tu sais, au truc Ah, de. Ce serait mieux absolument. s'il se faisait tuer, ouais. Mais Laurent, tu parlais d'une belle année de cinéma, effectivement, Taxi Driver, comme tu disais. Il y a également un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Cadavre au dessert. Vous vous rappelez de ce film? Ouais, Je ouais. l'ai vu, mais jamais revu. Carrie, Laurent, quand Mm. même, extraordinaire. Ah non, mais Marathon, il y avait Marathon Man, Laurent, il y a quelques-uns de tes films préférés, quand même. Marathon Marathon Man. Man, les hommes, Ouais. la malédiction, euh, Ouais. 1976, tout ça, 75, C'est 76. drôle qu'il y ait la même année qu'il y ait Marathon Man et Carrie. Tu sais, c'est deux trucs sur les dents. Sinon, il y a 1900, il y a Rocky, comme tu disais, il y a Le Jouet de mon père, et il y a un film que Mhm. j'aime beaucoup qui s'appelle Les Rescapés du futur, la suite de Monde Ouest avec Peter Ouais. Fonda. Mhm. Ou Oh, bien, oui, il y a la dernière folie de Mel Brooks, tu vois, il y a Les Hommes du Président, Assault on Precinct 13, le Barry film Lyndon, Carpenter. Barry Lyndon, c'est quasiment 76 aussi, puisque c'est sorti C'est 75, c'est l'année d'avant, tu fin, triches. Ouais. fin décembre. Donc c'est quand même des années incroyables. Et 75, Obsession, non, il y avait Obsession de Palma aussi en 76. Les Il a Trois fait, Jours du il a Président. fait Obsession la même année que Carrie, non? Non, il l'a fait avant, mais c'est sorti en même temps. En fait, c'est sorti la même année, mais il l'avait fait un peu avant. Je crois que Phantom of the Paradise est sorti en 75 en France. Ouais. Donc quand même, 75, 76, ça commence après un peu à devenir moins spectaculaire à partir de 77, quand il y a Star Wars, enfin tous ces machins. Il y a les Dents de la Mer aussi, non? Enfin, non, c'est 75. 75, ouais. Ouais, ouais, c'est drôle, c'est le moment où le funk se transforme en disco. La scène de I'm Mad as Hell, qui est cette scène qui a été même reprise dans Better Call Saul, dans Les Simpsons, qui a été Mm. partout spoofée et parodiée, ils l'ont faite en une prise et demie. Ah Parce que oui. Finch étant très fatigué, il a tourné deux prises en fait, et au bout de la deuxième prise, il s'est quasiment effondré comme son personnage dans le film. Et ils ont été obligés de couper au milieu, et c'est quand même magnifique. Il y a une énergie, et c'est un film, comme tu disais, Laurent, Padichavski est en colère, et le film est en colère. Tout le monde est Ah ouais, furieux, que ce ouais. soit l'armée œcuménique, tu sais, qui est une parodie de la Symbionese Army et des Black Panthers, ou que ce soit tous ces exécutifs, ou Ned Beatty qui a cette colère. C'était pas le premier choix, Ned Beatty, c'était un autre acteur qui a joué la scène et qui l'a fait un peu trop excentrique. Et Ned Beatty qui l'a joué sérieusement en y mettant tout son cœur et qui a ce côté taurin. Ned Beatty, c'est un Mhm. très grand acteur, très mésestimé, parce que je trouve que dans Deliverance, ce qu'il fait, c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile par rapport à Ah tous bah les autres oui. qui sont extraordinaires. Ouais. Deliverance, dont on avait également parlé dans l'émission, bien sûr. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a l'android Bishop dans le film? Ouais, Lance Ouais. Erickson, tu parles. Lance Bah, Henriksen, c'est un avocat. qui était dans Un après-midi de chien aussi. Il faisait Ouais, Oui, spoiler un alert, il tuait John Cazale, mais il est assez beau, tu as vu, dans Network, Lance ouais, Erickson. ouais. Une réplique, je crois. Et là, il Mais faut quand même aussi dire pour Network, il y a un personnage qui s'appelle Howard Gottfried, qui est le producteur, hein, qui est un type aussi qui est assez important et qui qui était vraiment très très copain avec Paddy Chayefsky. Et ils se sont déchirés après sur Altered States et ils se sont plus jamais reparlés. Network by Paddy Chayefsky, directed by Sidney Lumet, produced by Howard Gottfried. Television will never be the same. Philippe, connais-tu la première émission de reality TV? Il y avait eu des documentaires dans les années 70 et 80, mais la toute première grosse émission de reality TV en Amérique, non, quelle était-elle, non? non, je connais pas. Laurent, Je sais pas. je vais vous chanter le générique. C'était Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Cops, cette série où on suivait les flics américains en patrouille. Ah ouais? Ouais, qui a été un énorme succès pendant 20 ans et qui continue à passer en rerun. Et c'était la première fois et c'était prémonitoire, effectivement, puisque, en fait, on a vu ça aussi dans Running Man, tous ces films où la mort arrive à l'écran. Et quand on parlait tout à l'heure de l'Oscar là, posthume de Peter Finch,
pour la femme qui était allée le chercher et c'était pas du tout prévu. En fait, celui qui avait décidé que ça pouvait pas être la femme de Finch et qui voulait pas que ce soit elle, c'est William Friedkin, si tu veux, parce que c'était lui qui mettait en scène la soirée des Oscars cette année-là. Waouh. Et d'ailleurs, il y a Jeanne Moreau qui remet l'Oscar du meilleur réalisateur à John Avildsen cette année-là, tu vois, qui était donc la femme de Friedkin à l'époque. Et Friedkin avait voulu vraiment tenir ça, mais il voulait pas du tout qu'il y ait un acteur qui décline son Oscar, tu vois, comme George C. Scott ou Brando, tu vois. Donc, il voulait quand même que tout soit cadré, qu'on lui dise à l'avance qui allait accepter Moi, j'ai l'Oscar. entendu dire qu'il n'y avait pas eu de femmes africaines-américaines qui étaient montées sur scène depuis Autant n'emporte le vent, genre Hattie McDaniel, et que justement, ils ne voulaient pas avoir ce visuel ce soir-là, dans une Amérique qui était encore très blanche, peut-être, je sais pas. En tous les cas, le film, il y a un truc qui est très beau, c'est les plateaux de télé. C'est un véritable décor de cinéma, ça, t'as vu? Ça te fait ta mise en scène, les caméras deviennent des espèces de monstres, etc. Et c'est sublimement filmé. Et ces vitraux aussi d'église, t'as vu, il y a un côté Oui, ça donne un côté. Bah, d'ailleurs, on a souvent dit que le journal de 20 heures, même en France, c'était la grande messe. C'est ça, exactement. Mais ça m'a fait penser aussi au King of Comedy, tu sais, ces plateaux de talk show aussi qui sont très très beaux. Et qu'on Et j'aime verrait, beaucoup, moi, la symbolique de, tu sais, de la libération mentale et morale de Peter Finch. Quand ouais, d'un seul coup, il est plus assis derrière son pupitre, il se met à se lever, ouais, à marcher. Les mecs sont exactement. obligés de le cadrer n'importe comment, etc. Suivez-le, Tu sens que suivez-le. c'est génial, ça. Génial, ici, tout d'un coup, il se libère effectivement de son Exactement. joug, Il du est joug plus de la assis, c'est plus télévision. un homme tronc. D'un seul coup, il se lève, il a des jambes. Extraordinaire. Il Ouais, quitte c'est son bureau. magnifique, ça. C'est magnifiquement fait, ça, effectivement. Oui, c'est très satirique, tout le passage sur la Symbionese Army, tu sais, enfin, en tout cas, Oui. l'armée œcuménique. Effectivement, le personnage qui joue le grand Ahmed Khan était un véritable détenu, tu vois, qui avait été libéré récemment. Ce n'est pas un acteur, il est formidable d'ailleurs. Et l'actrice est très très bien aussi. Et elle est basée sur Angela Davis, qui était une Ouais. activiste très connue. Elle est d'une agressivité prodigieuse. Oui, parce qu'ils parlent de communisme et de politique. En même temps, ils veulent absolument avoir leur droit de distribution. T'as vu. Oui, oui. Et c'est une satire aussi comme Orange Mécanique. Et quand même moins outré. Enfin, je pense qu'un metteur en scène aurait pu. Enfin, je suis sûr que Kubrick aurait fait ça de manière beaucoup plus outrée. C'est probable, effectivement, ouais. Mais tu sais que cette armée œcuménique qui se filme même, ça annonce véritablement YouTube et tout ce qu'on voit Oui. aujourd'hui sur le Oui, oui, net. oui. C'est fou. Complètement. Ouais. Ce sont les 15 minutes de célébrité dont parlait Warhol, mais qui sont vraiment reflétées de façon incroyable par, et Voilà, prophétisées. ça c'est hallucinamment prémonitoire dans le film. Incroyable, incroyable. Les mecs qui filment leur hold-up et qui vendent les trucs à la télé après, mais Ouais. c'est Ouais. plus que prémonitoire. C'est c'est incroyable. Mais tu as vu, c'est une parodie aussi de Patty Hearst et du Oui. syndrome de Stockholm. Ouais, ouais. Et apparemment, George Clooney voulait faire un remake en 2004, Laurent, tu as vu? Et Ouais, quand enfin, il a heureusement qu'il a montré, il a fait. montré le film à des jeunes qui l'avaient pas vu, des millénials, comme on dit, et pour eux, c'était un documentaire. Enfin, c'était vrai, ils ont pas du tout Il compris. a pas fait un remake de Failsafe, Si, Clooney? pour la Si. télévision, en Si, direct, je crois. exact. Ouais, Ouais. Exact, ouais. ouais. Mais c'est Il vrai avait que fait. cette fois, moi, cette revision, j'avais pas vu le film depuis 20 ans, 25 ans, tu vois. Mais c'est vrai que d'un seul coup, j'ai pas trouvé ça si satirique que ça cette fois. Ouais, Tu vois, exactement. je me Bah, souviens pareil. d'un souvenir de c'est too much, c'est pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Bah, ces jeunes gens Non, ont eu la même réaction. ce qui Ouais. était too much, c'est à l'époque, c'était tout ce qui était sur Howard Beale, enfin le mec qui était hystérique, tout ça, et le moment où il décide de le tuer, quoi. Personne n'y croyait. Je me souviens, franchement, les gens disaient, Ouais, ouais. c'est trop, ça va trop loin, tu vois. Enfin, Ouais. à l'époque, nous, en tout cas en France, j'ai pas le souvenir qu'on parlait autant de l'audimat, de ces trucs-là. Enfin, j'ai pas le souvenir que c'était comme aujourd'hui, tu vois, quel est le truc qui a été le plus regardé hier. C'était peut-être le cas aux États-Unis, mais j'avais pas le souvenir qu'en France, c'était un truc qui était déjà Je complètement. sais que le film annonce aussi le cycle, ce qu'on appelle le cycle des news de 24 heures, tu sais, qui deviendrait Ouais. complètement proéminent au moment du procès d'O.J. Simpson. Il y avait autant de chaînes que ça en 76 en France, non, hein. Je crois pas, non. Non, Il devait y en à avoir l'époque, trois. il y avait quoi? Il y avait même pas la 5, il y avait même pas Canal, Non, il y avait non, que trois il y en avait chaînes. trois. Ouais, trois chaînes, ouais. Je me rappelle Oui, que donc. la une était à nous grâce à Bernard Gollet. Ouais. Sophie Darel, non. Enfin, c'était encore les années Guy Lux. Tu vois, c'était Guy Ouais, Lux devait ouais. encore faire plein d'émissions de variété partout, quoi. Tu vois. Hmm.
Mais il y avait une scène que j'avais oubliée, c'est que ce moment où il parle tout seul, Howard Bill, quand il est dans son lit, donc effectivement, il a une espèce d'épiphanie. Donc il explique n'est pas religieuse, mais il pète vraiment un plomb. Ils mettent un Ah oui, fou à il l'antenne. parle, il parle Ouais. à Dieu. Paddy nous montre qu'il est devenu fou, véritablement. Et au départ, tu as vu, Robert Duval est amusé à l'idée de mettre un fou à l'antenne un petit peu. Tu sais, il a un côté, Ouais, ouais. ouais, il Mais joue tu sais, formidable. quand tu vois Hanouna aujourd'hui ou des trucs comme ça paraît presque. Hanouna, c'est presque encore presque too much, tu vois, par rapport Ouais. à. Ouais, Quand ouais. tu vois ce qui se passe sur les plateaux d'Hanouna, là, c'est presque gentillet, quoi, tu vois. Et j'adore à chaque fois quand il demande à Dieu ou cette force spirituelle qui lui parle, mais pourquoi moi? Et il lui répond, You're on TV, man. T'es à la télévision, mec. Non, mais le style, c'est un peu les télévangélistes, tu sais, ces espèces de Exactement. mecs américains là, aux États-Unis là, qui sont là à faire Mais toute un. lui aussi bien que Ned Beatty, Ned Work, ils ont tous les deux ce ton d'imprécateur, tu vois, religieux. Mhm. T'as raison. Mais c'est vrai que la force qu'il donne à ses discours et qui finissent toujours par un évanouissement, c'est fantastique. Ah, c'est Ouais. Le mec, extraordinaire. il va au bout du bout et il tombe. Mhm. C'est le film préféré de Paul Thomas Anderson. Et Ouais, il d'ailleurs, paraît qu'il le montre quasiment à son équipe à chaque fois qu'il fait un nouveau film, quoi. c'est drôle. Bon, après, tu vois bien, Paul Thomas Anderson, il y a eu une période quand il faisait Boogie Nights, quand il faisait Magnolia, bah, tu vois quand même que Altman, Lumet, tout ça, ça devait être des mecs importants pour lui. Je trouve qu'après, ça a changé dans les films qu'il a fait après Master et tout ça, qui ont plus grand-chose à voir. Mais c'est sûr que c'est des films qui ont marqué. Mais aujourd'hui, Network, je suis pas sûr qu'en France, ce soit un film qui soit très connu des gens, tu vois, de la nouvelle génération. Tu as C'est raison, c'est possible. Il y autant a un Le truc. Parrain, tout ça, c'est des films qui sont encore vachement dans l'air du temps. J'ai pas l'impression que Network soit. Alors, il est souvent cité dans les meilleurs films des années 70, mais il est beaucoup moins célèbre que Voyage au bout de l'enfer, que Apocalypse Now, que Alien, tu vois. Enfin, c'est pas un film, je pense, qui est revu autant. Et il est monté aussi, il faut dire, hein, quand on parlait de Bob Fosse, il est monté par le monteur de Bob Fosse, hein, qui s'appelle Alan Haim, tu vois, qui a eu plusieurs Oscars pour des Qui films apparaît dans All That Jazz. et qui est le monteur d'All That Jazz, tu vois. C'est Donc, quand ça. tu parlais de l'allusion à Network dans All That Jazz, à mon avis, c'est voulu, hein. Ouais. Tu as vu dans les sondages, enfin dans l'audimat, il est dépassé uniquement par l'homme qui valait 3 milliards. Et il y a un côté aussi, on achève bien les chevaux avec ce Bah oui. présentateur. Tu sais que c'était Gig Young. Comment il s'appelle cet acteur Gig Young, ouais. ouais, qui s'est suicidé effectivement, et qui a été viré après une journée de tournage sur Le shérif est en prison. Non, mais tu aurais pu avoir. Enfin, c'est sûr que c'est un film qui aurait pu être fait par plein de metteurs en scène. Après, est-ce qu'il l'aurait fait? Bah, John Schlesinger, je pense, aurait pu le faire. Tu vois, Sidney Pollack aurait pu le faire. Pacula, peut-être. Bah, Pacula, il n'y aurait peut-être pas eu le côté un peu comique parce qu'il était pas un peu plus dans la retenue. Mais, Ouais, mais c'est un film, peut-être Mike Nichols aurait pu le faire. Tu vois. Ça aurait peut-être pas été aussi bien. Mais je te dis, Lumet, je pense que franchement, il dépendait beaucoup de la qualité des scénarios qu'il mettait en scène, tu vois. Mais absolument. sa grande qualité dans celui, en tout cas dans Network, c'est son côté terre à terre. Tu sais, le côté terre à terre de sa mise en scène, c'est-à-dire il cherche pas à briller, il cherche pas à Ouais, être plus malin que le scénario. Tu vois, Ouais, il traite le abs- truc à plat comme ça, et absolument. ça rend tout à peu près crédible. Même les trucs too much, c'est filmé de manière tellement à plat que ça tout marche. Absolument. Mais le texte de Howard Beale dans le Mad as Hell speech, tu peux l'écouter aujourd'hui, c'est exactement la même chose, ça marche encore mieux que jamais. Et quand il dit aussi à un moment que les gens, il y a 3% de gens qui lisent des livres. Oui, formidable. Tu te rappelles, c'est formidable ça qu'ils disent comme ça dans le Ouais, film, ouais, ouais. effectivement. Et il y a une scène extraordinaire, magnifiquement écrite aussi par Paddy Chayefsky, qui est la scène d'amour entre elle et William Holden, Faye Dunaway et William Holden, où elle ne parle que boulot. Vous savez? C'est Il ça. est parfaitement silencieux et elle ne parle que de part de marché. Non, mais elle peut clairement avoir des orgasmes juste en voyant l'audimat, tu vois. Et elle se comporte comme un homme, ce qui était le mouvement de libération de la femme à l'époque, effectivement. Et elle jouit alors que lui, pas apparemment. Mhm. Et, Quand il lui demande de le traiter comme un être humain, de le regarder, etc., elle lui dit, ah, moi, c'est le seul moment de sincérité qu'elle a, elle dit, mais je sais pas faire ça. Tu comprends pas? Ouais, moi je pense que Friedkin aurait pu le faire, tu vois. Après, il aurait peut-être parce que Friedkin, par exemple, on lui avait proposé Les Hommes du Président aussi, hein, tu vois. C'était Ah ouais, encore un metteur en scène extrêmement hot à l'époque. ouais. Et c'est en fait c'est filmé par C'était l'opérateur. avant Cruising. C'est filmé par l'opérateur de Friedkin qui s'appelle Owen Roizman, tu vois, qui avait fait D'accord. L'Exorciste et French Connection aussi. Mais tu as vu, William Holden, il parle de Faye Dunaway en disant qu'elle a été élevée par. C'est une génération qui a été élevée par Bugs Bunny. Oui.
Et la femme de William Holden parle d'une passion d'hiver. C'est joli, la Winter Passion. Oui. C'est J'aime triste, beaucoup hein. cette scène, moi, entre lui et sa femme. Elle est Elle très est belle. magnifique. Et en parlant d'inspiration et de metteurs en scène modernes qui aiment ce film très naturellement, je trouve que le plan du grand Ahmed Khan, ce type qui est comme dans les Black Panthers, de dos, au début, ça m'a fait penser à Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Ouais, Le nom de la chaîne, c'est UBS, et BS, ouais. c'est bullshit en anglais, t'as vu quand même. Mais il paraît que t'avais, pendant le tournage, tu avais encore Robert Duval qui adore faire ça, qui montrait son cul, tu vois. Quasiment, il collait ses fesses à la fenêtre, tu vois, et les gens qui passaient voyaient, et il faisait ça sur Le Parrain avec Brando aussi, tu vois. Le mec, en gros, il adore ça, quoi. C'est la Mounou. chanson, il montrait son cul à tous les passants, mais c'est extraordinaire quand même. Effectivement, c'est leur truc. James Caan aussi aimait beaucoup ça. Mais c'est trans, il a des trans, Howard Beale. C'est un chaman, t'as vu, moderne. Il est Bah quand oui, même oui. Ouais. touché tout d'un coup et on peut se demander s'il est véritablement habité et possédé. Mais c'est un film aussi sur Hollywood et les exécutifs. Tous ces mecs de télévision qui ressemblent aussi à des flics dans leurs costumes et tout, font penser à ce milieu hollywoodien que Lumet exècre, puisqu'il est toujours resté sur la côte Est en plus. Il a fait un film à Los Angeles, Sidney Lumet, quoi. Et c'était vraiment pas un de ses meilleurs, qui s'appelle Le lendemain du crime, avec Jane Fonda, Oui. Jeff Bridges. Tu sais, Ouais. l'histoire de Jane Fonda alcoolique qui se réveille et il y a un mec mort dans le lit à côté d'elle. Mais le scénario est vraiment complètement Par anecdotique. contre, il a filmé Los Angeles comme personne, je trouve. Il y avait des plans larges sur des endroits, tu sais pas, des murs tout verts ou tout rouges. Oui, oui, enfin, il filme, tu sais, Jane Fonda qui déambule dans les rues. Alors, tu vois un peu, tu te croirais un peu dans Murmure d'Agnès Varda, tu sais, avec les grands murs, avec les grandes fresques, ou alors ouais, effectivement, je me souviens de panneaux rouges comme ça, enfin, de murs extrêmement rouges. Mais bon, globalement, c'est comme De Palma un peu, tu vois, c'est des metteurs en scène de la côte Est. Ils aiment pas trop. Allez, moi, De Palma, il m'avait raconté que chaque fois qu'il était à Los Angeles, il se sentait mal, tu vois, pas que quand il a fait quoi, Body Double, tu vois, à Los Angeles. Bon, il a tourné Scarface, mais Scarface était censé se passer à Miami, mais Ouais. le film de Los Angeles de Palma, c'est Body Double, tu vois, et c'est Mm. quand même un regard sur la Californie qui est quand même extrêmement satirique Mm. aussi. C'est pas des gars qui sont bien en Californie, quoi. Et cette fin est extraordinaire parce que tu as vu, c'est comme on disait, c'est du business et tout. C'est comme il décide froidement de l'exécution de ce type. Et Ray Bradbury, c'est l'extraordinaire écrivain de science-fiction, a vu le film et il a dit j'ai une fin pour vous. Il a dit j'ai une autre fin. Et il a dit à Sylvain Lumet, en fait, ce serait des balles en plastique et la chaîne annoncerait 2 jours plus tard la résurrection d'Howard Beale, la deuxième venue d'Howard Beale, et ça Voilà. permettrait de faire une suite si tu veux. Et Lumet a dit c'est une formidable idée. Il est allé voir Paddy Chayefsky et Paddy Chayefsky a dit hors de question. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé à interviewer une fois Ray Bradbury, quoi. C'est une interview que j'ai jamais pu éditer parce qu'il était malade comme un chien. C'était dans un appartement à Paris. Il Wow, toussait comme c'était pas possible. J'ai cru qu'il allait claquer devant moi, je me souviens. Tu vois. wow. Et j'y étais allé en fait pour un livre qu'il avait écrit à l'époque qui parlait d'Hollywood, qui s'appelait Le fantôme d'Hollywood. Bon, il était le pauvre vieux, il était quand même vraiment pas en forme, je me souviens. Donc moi, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. D'ailleurs, il était pas très très sympathique, mais je pense que je l'ai pas vu dans les meilleures conditions. Bien, mes cinébuddies, merci pour cette descente dans l'enfer des médias. Je ne sais pas s'il existe une grande famille du cinéma, mais en tous les cas, je crois en la grande famille des gens qui aiment le cinéma. Et en cette fin d'année, je suis plus que jamais fier d'être votre cinébuddy et de partager notre passion avec nos abracadamis. On se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle année et une nouvelle ère de show pleine de gags et de rebondissements désempilants et une spéciale Jeanne Dielman. Ah oui. Et avant que je ne m'effondre sur le sol à la manière de Howard Beale en fin de transe, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où on écoute des podcasts. Et 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show vraiment. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. L'extraordinaire vidéo sur Adieu Poulet à découvrir enfin sur YouTube avec Francis Weber. Il est à Montpellier, Verja. Et maintenant, pour la dernière fois en 2022 et avant un message publicitaire de notre sponsor, vos noms et vos phrases signatures. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, I'm back. À la fin de La couleur de l'argent, tu sais, I'm back. Tu sais, Oui, exactement. Un grand coup de queue de billard, tu sais, back.
Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat signing off. Abracadapod will not be televised. Abracadapod will be live. Que disiez-vous? Ah ouais, parce que la dernière fois, Philippe était pas là, c'était Jeff, non? Ouais, c'était ça, hein. C'est ça, Philippe a réussi à se débiner de cruising. Il n'a pas voulu aller dans la backroom. J'ai l'impression qu'il n'a pas voulu aller faire du cruising avec nous à New York, hein, t'as vu? En plus, ça m'a évité de le revoir. Mais on parle de toi dans le show, mais comme je dis dans un des shows, que tu n'écoutes que les shows où tu es dedans, tu n'écoutes pas les autres. Donc on peut dire ce qu'on veut sur toi quand dans les shows où tu n'es pas dedans. Mais en tous les cas, comme je disais, je suis ravi de vous retrouver. Et donc une petite intro comme d'habitude. Et bienvenue dans Cinéchat. Bah, merci les amis. On va pouvoir commencer à parler de la sexualité d'Alain Delon. Va falloir que tu te mettes à table, Philippe, quoi. Attends, j'arrête le recording.